bonsoir à tous. Effectivement, j'ai reconnu des personnes que je connais, que je salue. Pas mal de nouvelles personnes aussi. Ça fait plaisir de voir que ce thème est intéressant et attractif. Je ne suis pas très surpris parce que c'est ce que j'ai pu constater dans tous mes travaux depuis maintenant plusieurs années. Alors, comme le disait Étienne, je me suis intéressé moi à l'exportation collaborative, d'abord en tant que chef de zone export, en voyant des entreprises, dont celle qui m'employait, qui est un fabricant d'équipements pour faire le vin, aller tout seul à l'international, et puis d'autres qu'on voyait toujours ensemble sur les salons, sur les réunions d'exportateurs. Et ça m'avait intrigué à l'époque. Je m'étais dit, tiens, pourquoi certains sont tout seuls et d'autres travaillent avec d'autres, avec des pairs. Et quand j'ai basculé vers l'enseignement et la recherche, j'en ai fait le sujet de ma thèse de doctorat que j'ai soutenu au mois de novembre dernier. Ça a permis de rencontrer plein de gens intéressants, plein d'exportateurs, la fabrique de l'exportation, et de produire, je crois, une vision assez synthétique d'un sujet intéressant. Voilà, donc je vais structurer cette présentation en plusieurs points. Je suis en train d'essayer de passer à la diapo suivante. J'espère qu'on y parviendra. Voilà, donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter l'exportation collaborative, de montrer ses avantages potentiels, de l'inscrire dans le contexte Covid. J'imaginais pas parler aujourd'hui, faire une conférence sur l'export sans parler du Covid. De montrer les résultats que j'ai pu observer sur le terrain et des facteurs de succès qui, à mon avis, sont importants. Donc, je vais organiser ça en 5 points. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'exportation collaborative? Ensuite, pourquoi est-ce que l'exportation collaborative peut être importante dans le contexte que nous traversons? Je vous présenterai ensuite ma thèse de doctorat, les objectifs que je m'étais assignés, ce que j'ai fait, les résultats que j'ai pu dégager. Je mettrai en avant des facteurs de succès qui, à mon avis, sont importants pour que la réussite soit là quand on décide de travailler avec d'autres PME, d'autres entreprises. Et enfin, je vois un petit peu plus loin en proposant les étapes pour que les entreprises puissent davantage trouver un cadre et une situation propice à essayer d'exporter ensemble pour que l'écosystème français soit un peu plus orienté vers l'exportation collaborative. Et je terminerai là-dessus. Alors, pour moi, l'exportation collaborative, de quoi parle-t-on? J'ai voulu, quand me suis penché sur ce phénomène, inclure une vision large qui démarre sur des modalités très souples, comme de l'échange informel d'informations, partage de containers, des actions très informelles, jusqu'à des choses plus structurées que vous connaissez probablement pour beaucoup d'entre vous, qui sont des alliances commerciales, des collaborations de long terme ou des groupements d'exportateurs. Je mets ici un exemple qui est un groupement d'une douzaine d'exportateurs de vin de la région du Beaujolais, comme l'indique le nom, qui se sont structurés et qui ont abordé ensemble des marchés étrangers avec un nom, un animateur, une structure et des objectifs commerciaux. Donc j'ai voulu avoir tout ce spectre-là dans la thématique de recherche. Et je me suis aperçu qu'on pouvait distinguer deux approches. D'abord, ce que j'ai appelé proactif ou push, c'est les entrepreneurs qui décident ici de se regrouper et de se dire, voilà, on peut faire des choses en commun, on va se structurer, je vais échanger avec d'autres entreprises et on va essayer d'aller ensemble sur des marchés étrangers. Et à l'inverse, on a plus un mode que j'ai appelé pull. Ce sont des exportateurs qui identifient des opportunités sur le terrain, un appel d'offres à l'étranger, et puis qui souvent se disent, voilà, tout seul, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas assez grand, je n'ai pas le savoir-faire, je n'ai pas toute la technologie que demande cet appel d'offres. Et donc, il faut que je trouve des partenaires. Et du coup, la démarche n'est pas la même. La démarche est inversée par rapport à la première modalité en push. Je vais vous donner deux exemples que j'ai pu observer. D'abord, en push, deux entreprises. Sliver, c'est une entreprise de la région lyonnaise qui fabrique des opercules et des emballages, le film d'emballage des yaourts ou des pots de crème, des pots de fromage blanc, des pots de crème fraîche, sur lesquels on va trouver le packaging de dernier niveau. Et le métier de Tecma Ariès, lui, c'est plutôt de conditionner et d'avoir des machines pour conditionner toute forme de liquide alimentaire dans des pots. Et les deux ont décidé de travailler ensemble, de développer une technologie et de proposer une machine, une solution qui s'appelle Dream On Cup et qui permet de personnaliser
l'emballage et d'avoir énormément de flexibilité en fait sur ce qu'il est possible de faire en termes d'emballage de petites séries et de réactivité. Donc, ils ont aujourd'hui non seulement une machine, mais aussi le produit et le consommable pour proposer un packaging final et ils l'exportent à l'étranger. Ils l'ont fait en grande partie pour l'export. Ça, c'est un modèle en proactif, en push. En pull, je vais vous parler de l'exemple de la plus grosse usine de yaourts au monde, qui a été construite par un groupe d'entreprises françaises aux États-Unis pour le groupe Chobani. C'est l'entreprise de Villeurbanne-Bocard qui a eu un contact avec le client là-bas et qui a pu agréger autour d'elle une dizaine de PME pour en moins d'un an. C'était quand même une prouesse, avoir mis l'usine sur pied en réponse à un appel d'offres et à un besoin d'un client étranger. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des pratiques collaboratives de court terme. Les PME m'ont dit, voilà, une fois ou deux, on a partagé un salon, on a fait une mission commerciale ensemble, on a fait une formation export pour pitcher à l'américaine ensemble. C'était pas mal, c'était utile, mais on n'a pas été plus loin que ça. Et au contraire, il y a des entreprises, elles ne sont pas très nombreuses, mais qui ont vraiment un historique de travail en commun. Et je vais vous parler de cet exemple-là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Costral fabrique des machines pour embouteiller les liquides, et notamment le vin. Albagnac fabrique des étiqueteuses. Et ces deux-là sont sur les marchés export ensemble depuis plus d'une trentaine d'années. Voilà. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voudrais aussi ajouter, parce que c'est un petit peu moins connu, qu'on peut aussi faire de se rapprocher de pairs et exporter en commun dans le secteur des services, comme par exemple un GIE dans le secteur de Bercy, dans la ville de Paris, qui regroupe 4 entreprises du secteur des services, plutôt des loisirs ou de l'hébergement, qui ont créé ensemble un GIE qui s'appelle Destination Paris, et qui permet de proposer une offre plus complète et du coup d'être plus compétitif face à des places étrangères, des métropoles étrangères pour, par exemple, du tourisme d'affaires ou des séminaires. Je vous donne un autre exemple, l'AFEX, l'Association des architectes français à l'export. Ce sont des architectes qui identifient les appels d'offres, communiquent sur le savoir-faire français, peuvent parfois s'allier pour répondre à des appels d'offres à l'étranger et faire des réalisations à l'étranger. Alors, je me suis demandé en préparant cette intervention ce que l'exportation collaborative pouvait faciliter ou à quels besoins elle pouvait répondre dans le contexte Covid. Alors, je fais un bref rappel de contraintes que vous avez probablement tous identifiées. Dans le Covid, dans la conjoncture actuelle, les marchés sont plus incertains. J'ai pris l'exemple d'Israël qui aujourd'hui reconfine une partie de sa population et qui, il y a encore quelques semaines, était cité en bon exemple de résistance. Les entreprises ont besoin de plus de réactivité, de plus d'agilité pour saisir ces marchés qui s'ouvrent et se referment. Il est paradoxalement plus difficile d'aller voir sur place ou d'envoyer ses commerciaux ou commerciales. On a des modes d'entrée qu'il faut adapter, notamment dans le digital et le e-commerce. On a certains produits qu'il faut repositionner parce que les marchés ont changé là aussi. On a des trésoreries qui sont fragilisées, une visibilité qui est plus faible, plus d'incertitudes. Voilà pour le contexte. Et je pense que le collaboratif peut aider à répondre à ce contexte difficile, d'abord en mutualisant des coûts, par exemple en suivant des clients qu'on a sur place, en finançant des actions de prospection digitale ensemble, en faisant des actions logistiques, en finançant des VIE, IMED par exemple, à Marseille fait ça très bien, en envoyant des prestataires, parfois basés à l'étranger, sur des salons qui nous intéressent, parce que nous ne pouvons pas y aller nous-mêmes. On pourra abaisser le coût pour chacun des exportateurs. Je pense aussi que plus que d'habitude, l'information détenue par les autres exportateurs peut être importante sur les clients, leur état, leurs projets, leur résilience face à la crise, sur les marchés. Je pense aussi que les autres entreprises détiennent des opportunités qui peuvent nous intéresser. Et j'ai aussi des entreprises qui m'ont dit qu'elles avaient échangé des contacts de fournisseurs qu'elles détenaient parce que certains marchés étaient fermés et qu'elles ne pouvaient plus sourcer, ou la logistique était interrompue sur les pays de sourcing sur lesquels elles avaient l'habitude d'aller. Voilà des exemples, je suis certain qu'on peut trouver d'autres actions et d'autres réponses en commun.
Alors, je vais maintenant passer un petit peu de temps, quelques minutes, pas plus, promis, sur ma thèse de doctorat, le cœur vraiment de la recherche que j'ai effectuée. Euh, alors, pour rappel, son titre était clairement les pratiques collaboratives des PME françaises pour se développer à l'international. Je l'ai soutenu en novembre dernier et je l'ai réalisé à l'IAE de Lyon sous la direction d'Ulrike Meyerhofer et d'Anna Kolovic. Je me suis fixé plusieurs objectifs. D'abord, identifier les pratiques collaboratives. Qu'est-ce que les PME peuvent faire ensemble et qu'est-ce qu'elles savent faire ensemble et que peut-être quel est leur territoire et quelles sont d'autres possibilités que je peux leur proposer, moi, en ayant identifié des pratiques notamment à l'étranger. Ensuite, quelles sont les modalités de mise en œuvre? Quels sont les facteurs de succès et d'échec? Et enfin, une partie plus quantitative, peut-on mesurer l'effet de pratiques collaboratives sur l'internationalisation des PME? Et j'ai traité ces trois aspects-là. Pour ça, j'ai réalisé des entretiens auprès d'experts et de dirigeants d'entreprises dans des secteurs différents. J'ai interviewé aussi des consultants, des responsables de fédérations. Je suis intervenu devant plusieurs fédérations et ensuite j'ai diffusé une enquête quantitative à laquelle 180 PME ont bien voulu répondre et m'adresser des questionnaires exploitables sur leur niveau de mobilisation, leur niveau de recours à la collaboration. Collaborent-elles avec d'autres PME et à quel niveau? Et sur leur niveau d'internationalisation. Au niveau des résultats, d'abord, j'ai pu identifier une palette d'actions ou de formes de collaboration beaucoup plus large que ce que j'imaginais. J'en ai identifié 33, alors pas toutes en France, d'autres dans la littérature étrangère, littérature scientifique. J'ai pu les classer en 4 pratiques, en 4 étapes plutôt. Construction de l'offre ensemble, l'analyse du marché ensemble, l'entrée sur le marché avec d'autres entreprises et des opérations courantes, comme par exemple le partage d'un bureau technique de services après-vente à l'étranger ou la logistique, le partage de conteneurs en commun. Ensuite, dans les entretiens, ça a été une partie très riche, très intéressante, parce que je dois dire que je suis quasiment jamais tombé sur quelqu'un qui m'a dit non, moi, l'exportation collaborative, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Aucun entrepreneur, aucun responsable de fédération. Voilà. Alors, quand vous faites une thèse, c'est quand même une grande richesse d'avoir un sujet qui intéresse la vie réelle, les praticiens. C'est une grande chance que j'ai eue. Par contre, ce qu'on m'a très souvent dit au niveau des entrepreneurs, c'est je voudrais bien, mais je ne sais pas comment faire et je ne sais pas de qui me rapprocher. Voilà. Ou alors, je l'ai fait une fois ou deux, c'était pas mal. J'aurais voulu continuer, mais je n'ai pas le temps, je ne sais pas avec qui aller. Et surtout, ça me demanderait de faire un pas de côté par rapport à ma routine habituelle. Je manque déjà de temps et donc je laisse ça de côté. Voilà. Donc de l'intérêt, mais pas forcément de réponse, pas forcément de mise en œuvre à la hauteur de cet intérêt. Je me suis aperçu que les PME, la plupart du temps, progressent, apprennent grâce à leurs partenaires, même quand un projet n'aboutit pas comme elles le voudraient. Je vous donne cet exemple d'une exportatrice de vin qui m'a dit, voilà, j'ai rejoint un GIE, alors on était trop nombreux, on avait des objectifs trop confus, peu importe, ça a duré 4 ans, ça n'a pas marché, mais je ne regrette pas, parce que ce que j'ai fait avec le groupement, je ne l'aurais pas fait toute seule, on n'aurait pas été sur ces marchés-là, et ça m'a fait franchir un cap que je n'aurais pas fait par moi-même. Donc, on peut aller sur des marchés plus lointains ou jugés plus difficiles ou vers des types de clients qu'on n'aurait pas abordés tout seul ou répondre à des types d'appels d'offres auxquels on n'aurait pas répondu tout seul. On apprend aussi des pairs, c'est-à-dire qu'on voit que les offres, les entreprises avec lesquelles on va travailler, avec lesquelles on accepte de dévoiler un petit peu de la secret sauce ou de se rencontrer pour se donner des conseils, sont un peu meilleurs sur leur pricing, un produit un petit peu mieux présenté, un site web plus actuel que nous. Donc, on va faire du benchmark et on va s'aligner sur les meilleures pratiques où on va s'inspirer de ce que les autres font mieux que soi. Et un autre gros avantage que j'ai pu identifier, c'est qu'on est plus visible vis-à-vis des clients. On a une offre plus complète, on peut se payer des stands plus grands sur les salons, on a des plaquettes plus riches, des solutions plus complètes et on peut attirer des types de clients, avoir des synergies avec eux qu'on n'aurait pas pu intéresser par soi-même. Alors, je viens maintenant dans la partie quantitative, c'est-à-dire l'enquête que j'ai diffusée et les questionnaires que j'ai pu collecter. Je me suis intéressé
à 8 types de pratiques collaboratives que j'ai distinguées selon un prisme de la littérature scientifique en 2 catégories. L'exploration, qui concerne les nouveaux marchés et les nouveaux produits, donc échange de connaissances et d'informations, prospection, distribution en commun, conception, mise au point de nouveaux produits, et l'exploitation qui concerne ce qu'on fait déjà et là où on cherche à être meilleur en fait. Échange de connaissances et d'informations sur les marchés existants, amélioration des produits existants, distribution en commun sur les marchés existants et logistique et services associés en commun, des choses qu'on peut faire ensemble. Et j'ai postulé que ces pratiques-là avaient un effet positif sur le niveau d'internationalisation. Et ce niveau, je l'ai observé à travers 3 variables, 3 indicateurs. D'abord, le pourcentage du chiffre d'affaires à l'international, le nombre de marchés servis, nombre de pays et nombre de régions, et après la vitesse d'internationalisation, c'est-à-dire le délai entre 2 nouveaux pays successivement abordés. Est-ce qu'il s'écoule 1 an, est-ce qu'il s'écoule 3 ans, est-ce qu'il s'écoule 6 ans? Ce que j'ai appelé la vitesse d'internationalisation. J'ai collecté mes questionnaires, je les ai analysés et j'ai obtenu un certain nombre de résultats qui ont parfois confirmé ce que j'avais supposé, qui ont parfois réservé plutôt des surprises, des choses assez étonnantes. Alors, la première chose, c'est qu'on a avant tout un effet sur le nombre de marchés servis. En clair, l'exportation collaborative, d'après mes recherches, ça permet d'être présent sur un plus grand nombre de pays et de régions que si on n'allait pas, que si on ne travaillait pas avec d'autres entreprises. On a un effet de la prospection en commun, de la distribution en commun sur de nouveaux marchés, de l'échange de connaissances sur les marchés existants, et de la distribution en commun sur les marchés existants. Voilà 4 pratiques, voilà le plus grand nombre de pratiques faisant un effet que j'ai pu identifier. Ensuite, on a un autre effet. Quand on échange de la connaissance et de l'info avec d'autres entreprises concernant de nouveaux marchés, ça accélère notre vitesse d'internationalisation. Ça m'a semblé assez logique. On identifie des opportunités, on identifie des besoins sur les marchés étrangers et on décide d'y entrer. Donc, on a une entrée plus rapide sur un plus grand nombre de marchés que si on était fermé à ce que d'autres entreprises françaises peuvent nous apporter. Et enfin, il y a un 3e type d'effet intéressant, c'est qu'il y a une variable qui a un effet sur la part du chiffre d'affaires à l'international dans le total du chiffre d'affaires, c'est l'innovation en commun. Voilà, c'est la seule variable qui affecte le chiffre d'affaires à l'international et c'est pourtant, dans les scores que j'ai obtenus, la moins utilisée. Donc paradoxalement, c'est la pratique parmi les 8 que j'ai observées la moins utilisée qui est la seule à avoir un effet sur la part du chiffre d'affaires à l'international. Voilà pour les résultats globaux lorsque j'ai travaillé avec l'ensemble de mon échantillon. Et ensuite, j'ai voulu rentrer un petit peu plus dans le détail parce que dans mes entretiens, je me suis dit que toutes les filières ne se valaient pas. C'est-à-dire que j'ai entendu des entrepreneurs qui me disaient « nous n'avons pas d'ennemis ». Ça, je l'ai entendu par exemple dans la filière de la cosmétique biologique. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises qui chacune occupe une part ou souvent une spécialisation, c'est une niche de marché. Cette entreprise-là, par exemple, fait du dentifrice avec de l'eau thermale, voilà, qui est réputée depuis l'époque des Romains pour soigner les gencives, etc. Voilà. Et lui m'a dit, nous n'avons pas d'ennemis, il y a une place pour tout le monde. Et j'en ai d'autres qui m'ont dit, nous, on cherche tous à s'enfoncer les uns les autres. Quand il y en a un qui va mal, on se dit, chouette, ça va en faire un de moins. Et il m'a raconté un jour où il est allé voir un entrepreneur qui avait des produits complémentaires aux siens à 2 heures de voiture de là. Il a pris rendez-vous, il est allé le voir. Il lui a expliqué pourquoi il venait le voir. Et l'autre lui a répondu, alors comme ça, vous voulez me racheter? Voilà. Donc l'autre était déjà sur ses gardes et il y avait déjà une méfiance. Et là, on était dans le secteur des équipements, du traitement des raisins, dans le secteur des équipements pour faire le vin. Voilà. Donc à partir de cette intuition, je suis rentré plus dans le détail. J'ai analysé mes données avec des sous-ensembles, des sous-groupes, et j'ai regardé si on voyait des effets variables sur le pourcentage du chiffre d'affaires à l'international en fonction du type d'activité de l'entreprise. Et là, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu que pour les entreprises qui font autre chose que des biens d'équipement, la collaboration, ça marche mieux. C'est-à-dire que j'ai vu 4 actions, 4 pratiques qui ont un effet favorable sur la part du chiffre d'affaires à l'international. L'échange de connaissances, la prospection en commun, l'innovation et la logistique et les services associés. Plus elles font ça ensemble,
plus ces ans de chiffre d'affaires à l'international. Et pour les biens d'équipement, je n'ai trouvé aucun effet favorable sur le pourcentage du chiffre d'affaires à l'international, même pas l'innovation. Et j'ai par contre trouvé un effet défavorable, c'est la logistique et les services en commun. Plus ces entreprises y ont recours, plus elles ont une part du chiffre d'affaires international faible, plus faible. Donc, toutes les filières où on ne se valent pas, il y a des spécificités qui, à mon avis, sont à identifier par les personnes qui connaissent bien les filières, les entrepreneurs, mais aussi les responsables de fédérations ou des consultants qui opèrent sur ces secteurs d'activité. Voilà. À présent, j'ai pu identifier aussi, avec toutes les personnes que j'ai interviewées, des facteurs de succès. Et avant de les présenter, je reviens sur cette citation d'Henry Ford: se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. Voilà. Alors, quels sont les facteurs qui, d'après nous, peuvent faire durer des volontés de travailler ensemble lorsqu'elles sont là au début? Alors, en général, d'abord, je dois dire une chose, c'est que la recherche académique montre que la France est un pays dans lequel le niveau de confiance entre membres de la population est plus faible que dans d'autres. C'est-à-dire que le présupposé que je risque de me faire avoir par quelqu'un avec qui j'ai décidé de travailler est plus élevé que dans d'autres pays. Donc, les réticences à travailler en commun sont plus élevées. Donc, dans les facteurs de succès, on aura forcément des éléments pour aller au-delà de ces réticences. Ceci étant posé, des facteurs généraux qui s'adressent à toutes les formes de collaboration. D'abord, il faut, à mon avis, miser sur la complémentarité. Ça ne sert à rien de travailler ensemble avec des gens qui font exactement la même chose que soi-même. Il faut, à mon avis, que ce soit des marchés suffisamment proches pour qu'on ait des choses à se dire en commun, les mêmes types de clients à adresser, mais que nos clients, que nos gammes ne se chevauchent pas ou à la marge uniquement. Je pense qu'aussi qu'en termes de marché, c'est quand même l'idéal si, par exemple, moi, je suis déjà présent sur la Scandinavie et que je décide de travailler avec une entreprise qui est présente sur l'Amérique du Nord. Je lui apporte mes distributeurs scandinaves, elle m'apporte ses distributeurs nord-américains. Donc, plus on sera complémentaire en termes de gamme, de marché, de profil, plus ce sera intéressant. Je pense, et je peux affirmer aussi qu'il faut se donner du temps. Ce n'est pas parce qu'on décide de travailler avec d'autres personnes que les retombées en termes de vente de contrats à l'international vont être rapides. J'ai vu des indices, il est difficile de quantifier cet indicateur-là, mais je pense qu'on peut parler en 2 à 3 ans pour avoir vraiment une visibilité sur les retours en termes de vente et de présence pérenne sur les marchés étrangers obtenus par l'exportation collaborative. Je pense aussi que les gens avec qui on décide de travailler, il faut les voir souvent, alors pas forcément en physique, mais il faut échanger avec eux souvent. Il faut les appeler, il faut qu'on apprenne à se connaître et il faut que quand on se connaît, il y a une fluidité d'information, une fluidité d'échange pour que nos actualités soient un peu leurs actualités en fait. Et que les opportunités que je dégage deviennent assez naturellement transmissibles d'un partenaire à l'autre. Je pense aussi qu'il faut miser sur des partenaires fiables. Alors, facile à dire, plus difficile à faire. Je pense que quand on connaît des partenaires, ça aide. Quand on connaît leur réputation, qu'on a déjà travaillé avec eux. Il y a aussi toute une partie de la littérature qui montre que quand on ne connaît pas les partenaires, ben, il y a des moyens de favoriser l'instauration de la confiance, il y a des moyens de se renseigner sur eux, il y a des moyens de mettre à l'épreuve un peu leur loyauté. Je pense aussi qu'il faut reparamétrer le périmètre des gens avec qui on travaille. Si ça se passe mal, qu'on a essayé de remettre un peu la relation sur les rails et que ça ne marche pas, ben, il faut interrompre. Voilà. Il faut aller voir plus loin avec d'autres personnes. Si la confiance ne peut pas être instaurée. Je pense que pour ça, il faut être soi-même fair play. Il faut consacrer du temps. Il faut se rendre disponible quand on demande des services. Il faut être flexible. Voilà, j'avais prévu d'envoyer avec mon transporteur habituel les marchandises vers les États-Unis. On me demande de regrouper. Ben, je vais regrouper. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie que cette vente-là, je ne l'aurais probablement pas eue si on n'avait pas mis une offre ensemble. Donc, ce n'est pas facile. Parfois, ça demande de renoncer à des distributeurs avec lesquels on avait l'habitude de travailler en solo. Et puis, que la majorité des gens avec qui on travaille décident d'adopter, que nous, on aurait bien décidé, au contraire, de mettre de côté, que nous, on aurait bien gardé. Donc, ça demande des arbitrages qui parfois ne nous seront pas favorables. Je pense aussi qu'il faut être fair play.
dans les groupements d'exportateurs, comme par exemple les GIE, il arrive que le GIE se finance par un pourcentage des ventes réalisées. Et vous avez toujours un phénomène de passagers clandestins, c'est-à-dire que sur une dizaine ou une douzaine de participants, vous avez la plupart du temps un mauvais payeur ou un payeur tardif, ou quelqu'un qui fait des ventes et ne les déclare pas. Bon, il faut évidemment soi-même ne pas faire ça et il faut rappeler à l'ordre ce passager clandestin et l'écarter parce que sinon son comportement se répandra aux autres qui diront bah, vu que lui ne paye pas sa part et bénéficie des avantages du GIE, pourquoi est-ce que moi je paierais moi-même ma part? Donc le VIE va se trouver à court de financement et va être interrompu, ne pourra pas continuer. Je pense également qu'il faut accepter l'instabilité. L'export collaboratif, c'est quelque chose qui, à mon avis, consiste à faire un bout de chemin ensemble, à prendre un peu de risque aussi, mais à faire un bout de chemin qu'on ne ferait pas forcément ensemble, qu'on ne ferait pas forcément tout seul, mais qui sera marqué par l'instabilité parce qu'une entreprise, ça se rachète par quelqu'un d'autre. Le dirigeant peut transmettre les rênes à son fils ou sa fille. Ça peut se diversifier. Donc, ce qui l'intéressait chez moi, ben, peut-être qu'un jour, il va décider à le fabriquer. Ça peut faire faillite. Il y a plusieurs facteurs qui font que, voilà, il ne faut pas forcément se projeter à 15 ans. Il faut accepter que le périmètre peut être évolutif dans les années à venir. Et enfin, il y a un autre facteur, alors qui est parfois un petit peu plus douloureux. Il faut accepter que je vais avoir du mal à évaluer financièrement les retours de mes pratiques collaboratives avec les pairs. Parce que j'aurai du mal à identifier quel est le chiffre d'affaires que j'ai dégagé spécifiquement grâce au fait d'être à plusieurs, grâce au fait d'avoir échangé, ou peut-être que je ne vais pas faire l'effort de le calculer. Je vais parfois me rappeler plus facilement du temps que ça m'a coûté, des efforts que ça m'a coûté, et pas forcément de tout ce que j'aurais appris et de l'émulation, de la montée en compétences que j'aurais fait grâce à mes partenaires. Donc voilà plusieurs facteurs de succès et plusieurs aspects qu'il faudra avoir à l'esprit tout au long du parcours. Si on rentre plus précisément dans une démarche plus structurée du groupement d'exportateurs, c'est-à-dire des gens qui se disent voilà, on va faire un groupement, on va se doter on va créer une structure avec des membres, avec des objectifs. C'est quelque chose qui semble judicieux, assez facile, mais qui est en fait assez difficile à faire vivre. J'ai interrogé des personnes qui y ont appartenu, j'ai interrogé des animateurs, j'ai interrogé des consultants. Et en fait, il y a une alchimie, il y a une recette que peu de personnes en France maîtrisent. Parmi les facteurs de succès que j'ai identifiés. Coco. Oui, quelqu'un souhaite intervenir? Non, bon, sans doute pas pour moi. Donc, parmi les facteurs de succès que j'ai identifiés, je pense d'abord qu'il faut quelqu'un qui y croit. Il faut un leader ou un fédérateur. Il faut quelqu'un parmi les exportateurs qui pense que quand il y aura un peu de tangage, eh ben, il faudra se rappeler qu'on a fait un choix et qu'il faut persévérer. Je pense qu'il est la plupart du temps utile de recourir à un animateur pour… en fait, il a un rôle assez complexe, cet animateur. Il y a une animatrice qui m'a dit, voilà, je suis leur psy, je suis parfois un peu leur maman, je suis leur coach, je suis l'arbitre. Voilà. Il faut qu'ils mettent en place des routines, qu'ils rappellent les règles de fonctionnement, qu'ils arrondissent les angles, qu'il aille chercher ceux qui parfois ne s'investissent pas assez, qui rappellent à l'ordre ceux qui parfois auraient tendance à être les passagers clandestins. Voilà, je pense qu'il est important de faire appel à un animateur. J'ai une animatrice qui m'a dit voilà, les groupements que j'ai montés, quand j'ai quitté la structure dans laquelle j'étais, on a nommé quelqu'un d'autre. Entre 6 mois et 1 an et demi plus tard, la plupart étaient tombés à l'eau. La personne faisait correctement son travail, simplement, voilà, elle n'était pas autant investie humainement auprès de chacun d'eux, auprès de l'ensemble aussi, et elle n'a pas su garder ce ciment autour d'eux. Donc, lorsqu'il y a un animateur, il y a une période de risque lorsqu'il se retire. Et lorsqu'il y a un animateur, il faut qu'il donne l'impression d'être le plus objectif possible. Je vous donne un exemple, il ne faut pas qu'il soit hébergé, par exemple, chez l'un des partenaires. Parce que les autres, souvent, disent, ben voilà, lui, il l'a sous les mains tout le temps, c'est lui qui le commande, c'est lui qui a les infos en premier. Voilà, il faut soit qu'il travaille depuis chez lui, soit qu'il soit hébergé par une pépinière d'entreprise, peu importe. Mais il ne faut pas qu'il donne l'impression d'être partiel.
Je pense aussi que le nombre de membres doit être plafonné. 8 à 10 me semble déjà un nombre maximum. Voilà. Parce qu'il est difficile de faire travailler ensemble des gens qui sont déjà surbookés, qui sont souvent assez individualistes. Je pense qu'il faut instaurer des règles de gouvernance claires. Qui a le droit d'y rentrer? Quelles sont les règles? Quelles sont les attentes? Quel est le financement? Sous quelles conditions est-ce que je peux en repartir? Quelles sont les clauses de revoyure pour voir si le périmètre est bon, si chacun joue le jeu? Je pense aussi qu'il faut favoriser une identité commune, doter le nom. Tout à l'heure, on avait les crues du Beaujolais. Pour favoriser un sentiment d'appartenance, il faut qu'on considère que si on est dans ces groupements d'exportateurs, ben, c'est des droits, c'est aussi des obligations et qu'on y en est tous tenus. Il faut aussi créer des rituels, se retrouver peut-être une fois tous les trimestres ou semestres, passer du temps ensemble, peut-être dans un endroit agréable, dans un cadre agréable, un peu informel. Voilà pour l'essentiel pour le groupement d'exportateurs. Quelques exemples maintenant dans les deux cas de pratiques hors groupement et intergroupement. Moi, j'ai depuis le début été inspiré par Albagnac et Costral. Voilà deux entreprises. L'une est basée dans le Lot, un tout petit village du Lot, l'autre est en Alsace. Voilà deux entreprises qui, depuis 30 ans, sont sur les marchés extérieurs ensemble. Voilà. Les pères ont continué. Les pères avaient à peu près le même âge. Quand les pères ont pris le recul, dans chaque entreprise, un fils a repris les rênes. Les fils ont continué ensemble, ont même poussé un coup plus loin la collaboration. Les spécificités de ce cas-là, c'est effectivement cette longévité qui a résisté à la plupart des conjonctures, crise viticole, etc. C'est également le fait que tout repose sur la confiance. Il n'y a pas de GUE, il n'y a pas de groupement. Voilà, on se voit et on travaille ensemble, mais c'est purement informel. On fait preuve de pragmatisme, c'est-à-dire que parfois le partenaire amène à des besoins qui ne m'arrangent pas forcément, mais je vais réagir. Voilà. Il a besoin d'une machine sur un salon, je les ai toutes vendues, mais je vais lui trouver une machine, je vais envoyer une machine sur le salon pour qu'il puisse avoir ce qui l'arrange. On distribue ensemble sur les marchés étrangers. Il voudrait que je renonce à ce distributeur-là. Ça m'embête, mais je vais le faire. Voilà, parce que c'est le choix qu'on a fait d'avoir des distributions ensemble et que je dois m'y tenir. Voilà. On développe les produits ensemble. Donc, les techniciens ont des rituels. À peu près 2 fois par an, ils se réunissent et ils font le point sur les produits existants, l'amélioration et aussi sur les nouveaux produits. Ils s'assurent que lorsqu'un produit Albagnac est développé, il répond aux produits Costral et vice-versa. On fait de la distribution croisée. Costral distribue Albagnac et lui-même, bien sûr, sur l'Allemagne, la Suisse, les pays germanophones et l'Amérique du Nord. Albagnac distribue Costral sur les pays latins et l'Amérique du Sud. On a des interactions fréquentes. Les techniciens se rencontrent. Un commercial Albagnac peut appeler un technicien Costral directement pour qu'il le renseigne sur les spécificités d'un produit. Et pour vous montrer que cette démarche continue, en juillet dernier, Costral et Albagnac ont ouvert un bureau de service après-vente, voilà, ensemble, dans une zone viticole où ils ont beaucoup de clients dans l'Hérault. Alors, si on vient sur quelque chose si on étend un peu le périmètre de cette collaboration Costral-Albagnac, je ne peux pas ne pas parler de l'Alliance Made in France. L'Alliance Made in France, c'est un groupement à nouveau informel. Ils n'ont ensemble que cette page web qui renvoie sur chacun des sites des fabricants. En fait, Costral et Albagnac se sont dit, voilà, on met en bouteille du vin, on l'étiquette, mais ce serait pas mal d'avoir une solution un peu plus complète. Donc, ils ont fait rentrer Bedi, qui est un fabricant de machines pour mettre les bouteilles en carton, et Stone, qui est un fabricant de machines à embouteiller de plus grande capacité. Donc, ils se sont dit, voilà, au lieu d'être 2, on va être 4, et on va se doter d'une structure un peu plus visible. On va marketer ça, on va créer un site en commun. Bon, ça marche, mais c'est moins fluide que la collaboration informelle Costral-Albagnac. Parce qu'au lieu d'être 2, on est 4. Parce qu'il faut se mettre d'accord qu'il y a parfois des cultures d'entreprise légèrement différentes.
Donc, le périmètre un petit peu plus large et à un niveau de collaboration un petit peu plus dilué par rapport au cœur de la relation qui reste quand même qu'Australie et Albanie. Je vous donne cet exemple quand même d'une belle réussite sur leur distributeur argentin. Vous voyez que la ligne d'embouteillage, Fraccionamiento, lorsque vous cliquez sur ce distributeur-là, vous trouvez les 4 marques de l'Alliance Made in France qui propose une solution complète, comme ils disent eux-mêmes, de la bouteille jusqu'au carton fermé et marqué. Voilà, un autre exemple de collaboration formelle, de groupement, qui est à mon avis à large échelle la forme la plus aboutie en France, c'est l'ADEPTA. L'ADEPTA, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Ce sont plus de 200, autour de 250 entreprises, 8 filières, arboriculture, élevage, viticulture, etc., qui visent à proposer des solutions complètes à l'étranger. Ici, on a par exemple dans le végétal, des solutions pour la semence, pour la culture, pour le traitement des récoltes, l'entreposage, l'emballage et la transformation de récoltes. Donc, parmi les facteurs de succès, on va trouver une structuration par filière, par animateur, des solutions complémentaires et une démarche proactive. On identifie les appels d'offres, on fait des salons ensemble et on transmet aux membres pour qu'ils y répondent ensemble. C'est une structure aussi qui a désormais d'une vingtaine d'années, je crois, une trentaine d'années, donc qui est clairement inscrite dans le paysage français. Voilà, donc parmi ces parcours assez délicats, qui consistent à durablement travailler, à faire quand même un niveau d'engagement assez élevé ensemble sur les marchés étrangers, on a des exemples inspirants, et l'ADEPTA en est un. Pour que ces exemples inspirants puissent servir de benchmark, pour qu'au-delà du désir d'exportation collaborative, il y ait plus de mise en œuvre, je vais consacrer la dernière partie de cette présentation à des pistes qui me semblent être utiles et fertiles pour qu'il soit plus facile en France à des entreprises qui veulent travailler avec d'autres, de savoir quoi faire, comment, avec qui et dans quel cadre. Alors, parmi ces pistes, je pense que d'abord, il faut former, il faut développer les compétences, aussi bien au niveau des entreprises que de ceux qui doivent les accompagner. Je pense donc qu'il faut identifier les fédérations professionnelles, les personnes même dans les fédérations professionnelles qui savent faire, les consultantes. Alors, j'ai fait exprès de mettre consultante parce qu'à mon avis, les deux personnes les plus capables, les deux expertes sont des femmes. Je les ai interviewées toutes les deux en France. Des structures comme l'OSCI, l'IMED, qui est très expérimentée dans le domaine des VIE partagés. Je pense qu'il faut identifier chez eux les meilleures manières de faire et qu'il faut ensuite la transmettre aux animateurs. Pourquoi pas une certification, accompagnement d'exportateurs, de groupement d'exportateurs chez l'OSCI, par exemple, qui permettrait de rassurer les PME qui veulent se lancer dans l'aventure. Parce que, mine de rien, elles ont souvent entendu dire que quelqu'un avait essayé, mais qu'il n'y a pas eu les retombées espérées. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire monter en compétence les personnes qui peuvent accompagner. Je pense aussi qu'il faut continuer l'analyse de cas de succès, l'analyse de cas d'échec, et que ça, c'est le domaine de la recherche académique. Je pense enfin qu'on manque de structure. On manque de structure pour inscrire durablement l'export collaboratif dans le paysage. L'Italie a fait quelque chose d'intéressant. En 2009, elle a créé un contrat de réseau qui permet de manière assez informelle, assez souple, à des entreprises qui ne sont pas forcément dans les mêmes régions de l'Italie, contrairement aux districts, qui eux étaient beaucoup plus anciens. Ça permet de travailler ensemble, de se donner des objectifs, éventuellement de recevoir des subventions, pas forcément, et d'innover, et de chercher à exporter ensemble, de se développer sur les marchés étrangers. Alors en Italie, au bout de 10 ans, on a eu 5 000 contrats et 30 000 membres. Et à mon avis, ça permettrait aux entreprises et aux consultants en France qui souhaitent suivre le même type de chemin, d'éviter à chaque fois de se demander s'il faut rester formel ou informel, s'il vaut mieux créer une association, un GIE. Voilà, il y aurait un peu, pourquoi pas, le groupement d'entreprises à l'export, GE, qui serait un cadre standard et réplicable, qui permettrait de gagner du temps.
Je pense aussi qu'il y a une place pour une plateforme de mise en contact. Alors, certaines personnes que j'ai interviewées m'ont dit voilà, une bourse à projet, une bourse à besoin. Alors, pour revenir à ma schématisation de push et pull, aussi bien les exportateurs qui disent voilà, j'aimerais exporter avec d'autres, j'ai besoin d'autres personnes qui seraient prêtes à y aller avec moi, que ça c'est du push, qu'en pull, des personnes qui disent voilà, j'ai identifié un projet, qui souhaitent y répondre, qui souhaitent y répondre avec moi. Voilà. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui il n'y ait pas de plateforme centralisatrice. Et enfin, je pense qu'il faut communiquer régulièrement pour que l'export collaboratif soit dans la boîte à outils de l'exportateur une solution comme les autres. Donc Team France, Export, Business France et les autres acteurs peuvent renseigner les entreprises sur les modalités et sur les possibilités que ça peut leur offrir. Voilà, donc je pense que là aussi, je conclurai en disant qu'à mon avis, c'est un travail collaboratif aussi de faire vivre l'exportation collaborative. Parce que ça ne suffira pas de communiquer dessus, ça ne suffira pas de créer une plateforme ou créer un outil, un cadre juridique. Je pense que plusieurs types d'acteurs, parmi ceux qui ont vraiment envie d'avancer dans ce domaine-là, doivent chercher à travailler ensemble sur les années à venir et qu'on peut faire beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. La partie présentation formelle est terminée. Nous avons maintenant un peu de temps pour l'échange et des questions ensemble.